Et on se retrouve pour un troisième podcast avec cette fois-ci notre prof préféré à tous, Itzik Moshel, מה שלומך? טוב, מה שלומך? אתה יכול לדבר איתי בצרפתית או... Bien sûr. אתה מסוגל לדבר בצרפתית? Je parle français, oui. Ça fait combien d'années que tu habites à Paris, du coup? 30 ans. Ça fait 30 ans que tu habites à Paris, mais tu n'es pas né à Paris, il y a un problème. Je ne suis pas né à Paris, je suis né à Kfar Saba en Israël. Ah, tu as fait ton alliage, j'allais dire. Tu es venu à Paris pour des raisons personnelles, pour voir du pays? Je suis venu ici pour faire un stage, j'étais psy pour les enfants. Alors on va parler un petit peu dans ce podcast essentiellement de l'enseignement de l'hébreu. L'enseignement de l'hébreu se fait auprès des francophones, mais on va parler aussi du parcours d'un Israélien en France, à Paris. On va parler de toi un petit peu et de notre rencontre aussi. C'est une rencontre qui a changé ta vie. Ta vie n'est pas la mienne, hein. Moi ça m'a rien changé. Ça a bouleversé ma vie. Mais lui, il y a eu avant et un après rencontre avec Eli Cohen. Il va vous le raconter mieux que moi. Toi, tu étais donc psychologue et tu as bifurqué, tu as fait une transition vers l'enseignement. Complètement par hasard. Psychologue pour enfants? Pour enfants. D'accord. Faire avant de venir ici en France. Mais en parallèle, je devais travailler. Donc j'ai commencé à enseigner l'hébreu à l'agence juive et tout a commencé là. Alors, en fait, tu as commencé à enseigner l'hébreu pour l'agence juive et tu t'es dit, et tu as pris plaisir à ça. J'ai pris énormément plaisir. Au début, c'était difficile parce que comme c'était nouveau pour moi et je maîtrisais pas la langue française à l'époque. C'était hébreu en hébreu, quoi. J'enseignais hébreu en hébreu, oui, c'est vrai. En anglais, je me souviens, j'ai parlé en anglais. Les élèves, des fois, ils m'ont pas compris à l'époque. Ça va faire bizarre. Un Itzik qui parle pas du tout français. C'est le Itzik d'avant. Bah oui. Il faut savoir que quand je suis arrivé en France, je ne savais pas du tout parler le français. D'ailleurs, je sais pas si je dois le dire, mais j'étais pas du tout attiré par la langue. J'ai jamais aimé cette langue quand j'étais petit. Ouais. J'étais pas attiré par cette langue. Parce qu'en Israël, on apprend le français en langue étrangère. L'anglais obligatoire, mais on peut prendre le français. Et en Israël, à l'époque, il n'y avait pas le français, il y avait l'anglais obligatoire. À mon époque, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Ouais. Bizarrement, mais bon. Mais je pense que si on m'a donné la possibilité, j'aurais dit non. Donc c'est une langue qui t'attirait pas forcément le français. Pas forcément. Et donc, ça t'a donné du fil à retordre. J'étais obligé, enfin, c'était malgré moi, j'ai appris la langue. Et c'est pour ça que je pense que c'était difficile d'apprendre la langue française, parce qu'une langue qui n'était pas très attirée, c'est encore plus dur. Alors, en fait, ce que tu veux dire, c'est que pour apprendre une langue, il faut vraiment en avoir envie. Il faut aimer la langue, ouais. C'était pas mon cas, malheureusement. Aujourd'hui, ça a changé. J'aime énormément cette langue. J'ai découvert cette langue. Est-ce que tu butes encore sur des choses en français? Bien sûr, j'apprends toujours. Non, mais c'est vrai. T'as gardé ton accent? Un accent, c'est pas quelque chose que tu peux enlever. Et j'ai jamais eu honte de mon accent. C'est une partie de moi. Et au contraire, moi, je pense que ça donne du charme. C'était comme Enrico Macias, quoi. Il a jamais perdu son accent algérien. C'est comme Rick Azaray. Jusqu'à sa mort, elle a eu son accent israélien. Azaray, que j'ai connu, que j'ai l'honneur de la rencontrer. C'était une femme formidable. Et oui, je me souviens que quand je l'ai entendu parler le français, il y avait l'accent israélien qui était très fort. Ah oui, très. Sans chemise, sans pantalon. Ouais. Itzik, viens, on parle un petit peu de cette arrivée à Paris. On te demande, pour des raisons, j'imagine, économiques, tu as accepté, d'enseigner l'hébreu. Oui. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était à l'agence juive. J'étais prof. J'ai appris avec Sonia et Barzilai, que je salue. Et à l'époque, elle a travaillé avec Mireia Das-Lebel. Elles ont fondé une méthode qui s'appelle l'hébreu au présent. Elle a écrit aussi un livre. Je me souviens bien que j'ai enregistré ma voix il y avait un CD qui allait avec. D'ailleurs, ça existe toujours, mais c'est plus ma méthode. Mais vous pouvez plus mettre le CD nulle part, puisque vous avez plus de lecteur CD. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, avec Sonia Barzilai, j'ai appris à enseigner l'hébreu. Elle m'a enseigné d'enseigner, mais quand j'ai mis tout ce qu'elle m'a dit en pratique, j'ai compris qu'il y avait quelques problèmes qu'il fallait résoudre. D'accord. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé à l'agence juive. J'ai travaillé même très loin, parce que quand j'étais un garçon, ils m'envoyaient très loin. Tu veux savoir où? Vas-y, dis-moi. Gif-sur-Yvette. Ah, Gif-sur-Yvette. C'est ORB. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Là-bas, j'ai enseigné l'hébreu. Là-bas, j'ai tout appris. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, j'étais étudiant. Donc, j'aurais pu me mettre à la place de l'élève. Parce que toi, tu apprenais le français en même temps. Voilà. Au final, tu souffrais un peu pour les élèves puisque tu étais dans le même bateau, au final. J'étais extrêmement gentil parce que je savais où ils étaient. Parce que moi, j'ai galéré. J'ai appris le français à l'Alliance française. J'avais une prof qui parlait pas du tout l'anglais. Tout était en français. Et j'étais complètement débutant. On m'a mis dans une classe d'un niveau assez élevé. Donc, j'étais complètement malheureux. Mon français, je dois à la radio où j'ai travaillé. Radio Shalom. Voilà. Et on en parlera dans quelques instants. Ouais. Et c'est là où je pratiquais la langue et j'ai appris énormément. Alors, donc, cette méthode qu'on t'a demandé d'utiliser pour enseigner à tes débuts
ne te convenait pas. Tu trouvais qu'il y avait des lacunes, des carences dans cette méthode. Et c'est pour ça que tu as, par la suite, monté Dialang, ta propre école. Tu as eu envie d'expérimenter ta propre méthode comme tu le sentais. Exactement. En 98, j'ai ouvert Dialang. J'avais besoin de montrer et de prouver à moi et aux autres que ma méthode marche. À ton avis, pourquoi ça a marché? Parce que je me suis mis à la place de l'élève et autant que français. C'était moins scolaire. Tu mettais beaucoup plus de force sur l'oralité plutôt que pour la rédaction. C'est plus compliqué que ça. Pour le niveau débutant complètement, j'ai appuyé beaucoup la lecture et l'écrit. D'accord. Parce qu'ils pour les bases. Ils étaient débutants. Mais plus le niveau était avancé et c'était plus à l'oral, il y avait bien sûr la lecture et l'écrit. Mais j'ai compris par exemple que tous les livres avec lesquels j'ai travaillé, ils étaient ennuyeux à mourir. Et pour l'élève et pour le prof. Parce que je me souviens que mes collègues m'ont dit la même chose. Et personne n'a pas osé rien dire parce qu'il y avait que ça. Et quand tu enseignes un français, c'est pas comme tu enseignes un américain ou un espagnol. Un français par exemple, quand il apprend le verbe lazmin, dans aucun livre, on a écrit que lazmin c'était aussi commandé et réservé. Tsarir, dans tous les livres, et tous les professeurs, et même à l'agent juif, on nous a dit, vous dites que Tsarir, c'est devoir. Oui, c'est aussi devoir, mais c'est falloir et avoir besoin. Oui, en plus, c'est devoir dans le sens d'avoir besoin. C'est ça, Tsarir. C'est pas dans le sens d'une obligation. C'est plutôt d'un besoin. Et ça, Tsarir l'ilmod, c'est-à-dire quelque part, tu as besoin. Oui. D'apprendre. La méthode n'était pas adaptée au français. Tu avais besoin d'expliquer aux Français les nuances de l'hébreu. Exactement. Et dans les supports que tu utilisais, il n'y avait pas ces nuances-là, ça t'énervait. Et je me suis mis à la place de l'élève. En fait, toutes les questions que j'ai entendues de 94 jusqu'à 98 à l'agent juif, le travail que j'avais avec les élèves, j'ai absorbé énormément de problèmes et de questions et c'est comme ça que j'ai appris. J'étais vraiment prêt. Et là, j'ai ouvert Dialang. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, avant de parler de ta rencontre avec Eli Cohen, moi-même, de la typologie des élèves, des apprenants français? Est-ce qu'ils sont travailleurs ou ils se laissent un peu aller? Qu'est-ce qui en ressort des apprenants français qui viennent, qui ont un certain âge, parce que je vois, tu enseignes à des adultes, oui. qui sont soit actifs, soit retraités. Qu'est-ce qui en ressort de la typologie de ces gens? Ils sont attirés par la langue, ils aiment la langue. Ils sont là vraiment parce que ça se voit. Quand j'enseigne, ils sont toujours à l'écoute. Les questions, il y a toujours des questions très intéressantes. Et tu vois qu'il y a une envie inimaginable. Il y a une soif. Ah oui. Mais vraiment, vraiment une soif. Il y a de tous les âges. Il y a des retraités, mais il y a aussi des jeunes de 18-20 ans. On a plus de gens d'un certain âge parce qu'ils sont plus actifs, on va dire, professionnellement. La majorité des élèves qui viennent dans la journée, il s'agit des retraités. Le soir et le dimanche, c'est plus des gens qui travaillent parce qu'ils ne peuvent pas dans la journée. Est-ce qu'ils sont autonomes ou est-ce qu'il faut les driver? J'ai toujours dit qu'un bon prof, c'est un prof qui doit donner envie aux élèves d'apprendre. Ouais. Et ça, c'est le rôle aussi d'un prof. Et le prof, il n'est pas là que pour enseigner, mais il doit aussi transmettre une envie aux élèves et d'apprendre. Il doit être intéressant. Il y a aussi un point qui est très, très important, il doit être très marrant. Ah, ça t'est déjà passé par la tête de vouloir faire un one-man show sur un Israélien qui vit à Paris? Oui, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, tu seras sur scène, on sait pas. Bah, je devais, c'était le Covid. Il y a des choses à dire. Il a des anecdotes. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais les gens qui me voient sur la caméra là, et quand ils me voient en vrai, c'est pas du tout pareil. On peut parler un petit peu de comment tu ressens que l'hébreu est enseigné en France, encore aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, aujourd'hui, ont trusté un peu l'enseignement de l'hébreu à Paris et en France. Par exemple, l'Histadrout, l'Organisation sioniste mondiale. Il y a un peu de concurrence à Paris. Comment tu trouves que l'hébreu est enseigné par les échos que tu en as quand, par exemple, ce sont des élèves qui viennent d'autres contrées? Malheureusement, l'hébreu encore aujourd'hui est mal enseigné. Alors, il y en a qui peuvent croire que j'ai dit ça parce que... Tu veux prêcher pour ta paroisse? Pas du tout. Et j'ai rien à prouver aujourd'hui. Tout le monde connaît la méthode. Voilà, ça marche très bien. Par accord d'hébreu en plus. Par accord d'hébreu. On en parlera juste après de l'accord d'hébreu. C'est toujours archaïque. Ouais. Et c'est toujours pas adapté au français. Et c'est toujours fait par des Israéliens qui ne sont pas du tout des professeurs. Pas tous, mais beaucoup. On sait, avec ce qui se passe, etc., il y a une demande pour après des aliyot, etc., donc les gens se préparent. Est-ce que tu penses qu'ils surfent plutôt sur la vague, mais sans grande motivation et pas beaucoup de passion? Moi, quand j'enseignais l'hébreu, je ne peux pas dire que j'avais la passion. C'est arrivé au fur et à mesure. Ouais. Et c'est là où j'ai abandonné mon ancien métier. C'est vraiment arrivé, à force de le faire, j'ai découvert et je suis tombé amoureux d'enseigner l'hébreu. Et il y a aussi un lien avec ma mère. Elle m'a beaucoup donné envie de le faire. Ouais. Les profs aujourd'hui, certains à Paris, ils le font parce qu'ils ont besoin de travail. Et moi, quand je lance une annonce, lorsque je cherche un professeur, à 99% des gens qui viennent vers moi, les Israéliens, sont des Israéliens qui n'ont strictement rien à voir
avec la pédagogie, l'enseignement. Et ils peuvent me dire que j'étais un guide dans un Caïtana. Quel rapport? Je cherche un prof. Et rarement j'ai vu de vrais profs avec une expérience qu'ils enseignaient, surtout le français. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui à Paris. C'est pas parce que tu parles une langue que tu peux l'enseigner. C'est sûr. Ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. C'est pas parce que tu parles bien le français que tu peux enseigner la langue française. Tu as les connaissances pour enseigner, mais tu n'as pas forcément la manière de pouvoir transmettre. Tout l'art est dans la manière de transmettre cette connaissance. Enseigner quoi que ce soit, c'est un métier. Il faut savoir le faire. Et encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un parle bien couramment l'anglais, c'est sa langue maternelle, c'est qu'il peut demain enseigner l'anglais. Et c'est ça le problème à Paris. Je ne veux pas dire que tous les profs. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il en sort? Souvent, des élèves que tu as viennent d'autres structures et ça ne leur a pas forcément convenu, mais pour des raisons particulières. Lesquelles en général? Et les regarde. Pendant le mois de septembre et octobre, il y a des journées portes ouvertes chez Dialogue. Et c'est moi qui reçois chaque élève individuellement. Et je vérifie le niveau de chaque élève. Bien sûr que je n'enseigne pas tous les élèves, parce qu'ils sont trop nombreux. Donc il y a avec moi une équipe qui travaille de la même méthode. Je suis de près. J'ai toujours peur que les profs ils vont faire voilà, comme ailleurs. Et donc il y a aussi le site Accord d'Hébreu, donc c'est très cadré. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai collaboré avec Accord d'Hébreu, mais c'était pas la première raison. Et quand je reçois des élèves septembre et octobre qui me donnent les noms de l'école là où ils étaient avant, ou l'Ulpanim, là je me rends compte qu'il y a un gros problème. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a? On les expose à des textes très difficiles, un peu recalants? Les classes sont pas homogènes. Le prof, c'est pas un prof. Et des fois, il y a des élèves d'un niveau extrêmement faible et on leur donne des textes très difficiles, l'hébreu littéraire. Donc, tu peux pas avoir un texte de l'hébreu littéraire et que c'est l'hébreu qu'on ne pratique pas du tout, un élève qui ne parle presque pas du tout l'hébreu. Et qui connaît pas même les verbes de base que tu donnes, même dans les faux débutants. Tu donnes des verbes de base qui sont utiles, basiques, utiles et dont on a besoin pour avoir l'ambition d'augmenter ses compétences. Mais si on n'a même pas ces verbes-là et on est tout de suite sur un texte qui parle de la vie d'Herzl, de l'histoire d'Israël, etc., sur les guerres d'Israël, c'est très intéressant, c'est très culturel. Le niveau, il est tout de suite... Et les élèves, après, ils décrochent. Parce que c'est un mur qu'on dresse devant les élèves. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que le cours soit intéressant. Il faut que l'élève sent qu'il apprend des choses utiles. Et moi, je suis catégoriquement contre l'enseignement de la langue littéraire, hébreu littéraire. Et d'ailleurs, dans mon école, il n'y a pas du tout l'hébreu littéraire. On apprend uniquement l'hébreu moderne. Et crois-moi, Elie, en hébreu moderne, il y a beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et justement, par rapport à l'hébreu, parce que toi, tu dis, souvent dans les vidéos d'un cours d'hébreu, si vous êtes déjà abonné à cours d'hébreu, vous verrez, Itzik dit souvent, l'hébreu, c'est facile. Oui. Permets-moi d'objecter à ce que tu dis. Pour quelqu'un qui arrive de la langue française, qui est habitué à un alphabet qui est l'alphabet latin, pour lui, c'est plus facile d'apprendre l'espagnol, l'italien ou l'anglais. Bon. Parce qu'en plus, il y a des mots qui ressemblent, il y a des mots transparents, il y a une grammaire, une syntaxe qui est à peu près la même. Il y a une familiarité, ils savent déjà lire presque l'espagnol, même s'il va faire des fautes parce qu'il ne sait pas que CH, c'est che et pas che. Bon. Mais il peut déjà lire un texte, alors qu'en hébreu, il ne peut pas lire. S'il n'a pas déjà l'alphabet où il n'y a pas de voyelles, les voyelles sont des signes qu'on met au-dessus et en dessous, ils doivent lire de droite à gauche et pas de gauche à droite. Donc c'est tout un univers comme un bébé qui naît. On est d'accord, c'est une renaissance d'apprendre l'hébreu, d'ailleurs c'est ça qui est beau. Mais c'est extrêmement périlleux. Toi tu dis que c'est facile. Je te dis que c'est facile parce que tous mes élèves, et là cette année, au mois de novembre, ils ont commencé en tant que débutants complètement. Ce sont des gens qui ne savaient pas du tout lire et écrire en hébreu. D'accord. La première semaine du mois de décembre, ils savaient lire et écrire. Et ils étaient capables de lire les textes avec les verbes et les mots qu'ils connaissent. Tu as des gens qui viennent, ils ne savent pas du tout lire et écrire, c'est-à-dire ils n'ont pas appris de la synagogue ou de la bar mitzvah ou de l'école juive. Tu as beaucoup de ces gens-là? Bien sûr. Pas mal cette année. Ouais. Des élèves qui ne parlaient pas du tout. Ils ne connaissent rien du tout. D'accord. Et ils me disent tout le temps, et attention, hein, je ne connais vraiment rien. Parce qu'ils ont peur. Je dis, vous inquiétez pas, personne ne parle, personne n'écrit, personne ne lit. Donc, vous allez tout redémarrer. Première semaine du mois de décembre, comme chaque année, ils sont capables de lire un texte avec les verbes, le vocabulaire qu'ils ont appris pendant tout le mois de novembre. C'est le Nes de Hanouka? Et moi, j'appelle ça Nes parce que tu vois, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru qui est possible. Et si, c'est possible. Alors, pourquoi tu dis que c'est facile l'hébreu? Parce que la syntaxe, peut-être, elle est plus brute que le français?
Le français, tu aimais beaucoup de mots de liaison, des petits mots comme ça qui viennent lier les phrases. En hébreu, c'est beaucoup plus brut. Tu aimais les mots les uns après les autres. Non, pas par rapport à ça. Déjà, la langue française, elle est très riche. Il y a beaucoup de temps en français. En hébreu, il n'y a que les présents, passé, futur. Et au français, il y a le passé composé, il y a l'imparfait, il y a le subjonctif, il y a le conditionnel. Et il n'y a pas tout ça en hébreu. Ouais. Si je compare, je maîtrise assez bien la langue française, donc je peux comparer avec l'hébreu. Ouais. Sincèrement, je pense que l'hébreu est une langue facile à apprendre. À l'école aussi, on enseigne aussi l'espagnol et on enseigne aussi l'anglais. Et donc, je vois les progrès des élèves qui apprennent l'anglais et les élèves qui apprennent l'espagnol. Les élèves de l'hébreu, ils progressent beaucoup plus vite. Ouais. Peut-être parce que une fois, en fait, quand on sait l'alphabet, on sait lire quand même et écrire, on sent qu'on est propulsé après derrière. C'est-à-dire que c'est plus facile que le français ou l'anglais où on a vraiment beaucoup de difficultés avec les temps. Le present perfect en anglais, c'est un cauchemar. Je veux savoir qu'est-ce qui est difficile pour le français en hébreu. C'est quand il y a un verbe ou un mot avec chet et resh. Ah oui. La prononciation, donc des gutturales. De chet et resh, quand le chet et resh se rencontrent, là, ils se décomposent. Par exemple, les trachetz. Voilà. Les trachetz. Et ils ont du mal avec ce verbe. Et comment ils prononcent les achria? Tu vois, ces genres de verbes, ils ont du mal. Ouais, ils ont du mal. Mais bon, moi aussi, j'ai appris à dire tu et pas tout. Ça fait partie de la langue, de l'apprentissage. On va parler d'un peu d'un cours d'hébreu. Comment ça s'est passé? Moi, en fait, je commençais à faire des vidéos sur YouTube, etc. Et je me suis dit, avec Julien, mon frère, je me suis dit, il faut que je trouve un prof d'hébreu qui a l'habitude d'un peu de la caméra pour répondre à toutes mes questions. C'est moi, en fait, qui me fait le porte-parole des apprenants. Donc moi, je pose des questions éthiques et il répond à toutes mes questions. Je ne recule jamais devant la difficulté de mes questions. J'ai cherché une personne comme ça, un Israélien qui puisse vraiment faire le cours, puisque c'est lui le prof, et moi, je lui pose des questions. À peine je pense à cette idée, quelques jours plus tard, je reçois un message sur Facebook bonjour, il me vous voit en plus. J'aime beaucoup ce que vous faites, blablabla. Est-ce qu'on peut se pardonner? J'adore cette phrase. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est vrai. Je l'ai appelé tout de suite. Tu me connaissais aussi? Alors en fait, on se connaissait parce que moi j'étais sur Judaïque FM animateur et j'entendais Itzik qui rendait l'antenne le samedi soir et moi je reprenais l'antenne juste après pour mon émission. Je connaissais puisque tu présentais le journal en hébreu sur Radio Shalom. Moi déjà, j'entendais ça sur la radio juive, c'est génial. Quelle idée d'avoir mis un speaker, un journaliste qui fait le journal en hébreu, j'ai trouvé ça génial. Donc je connaissais la voix d'Itzik je connaissais aussi son nom, Itzik Moshel, il se présentait, etc. Et donc je me suis dit, ah ben tiens, c'est lui, etc. On a fait un pilote. Oui, on a fait un pilote. Matché. Oui, mais je me souviens, je pense que c'était il y a 7 ans, j'ai vu sur YouTube un cours que tu as fait et ça m'a beaucoup plu parce que ça ressemblait beaucoup à ce que moi j'ai fait. C'est pour ça que j'ai été contacté. Ouais. Tu m'avais dit, ce que tu fais, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup, on s'est tout de suite entendu. Ça m'a beaucoup plu. En fait, quand j'ai écrit ça, c'était pas du tout pour travailler avec toi au début, je me souviens. C'était pour te connaître, pour savoir qu'est-ce que tu fais. J'étais curieux. Ouais. Voilà, j'étais curieux parce que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui fait à peu près comme moi. Moins bien, mais... Ouais, bien, je rigole. Je rigole. Non, mais surtout ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait, moi. Qui faisait un programme pour enseigner l'hébreu aux francophones. Oui, c'était pas ça, déjà. En fait, j'avais l'impression, pour la première fois, je rencontre quelqu'un qui rentrait dans ma tête. Voilà, vraiment, je suis sincère. Et ça m'a beaucoup plu. Parce que je t'ai proposé tout de suite de faire un pilote. On a mis un tableau et on... Sauf que pour moi, la caméra, elle est connue. Je connais la caméra, j'ai travaillé à la télé. T'avais fait le journal en hébreu sur TFJ. Voilà, j'ai passé de la radio à la télé, j'ai présenté le journal pendant 1 an, donc la caméra ne me fait pas peur. Mais enseigner, c'était différent. Je ne savais pas comment enseigner devant une caméra. Moi, j'ai toujours l'habitude de voir des élèves. Ouais. Il n'y a pas d'attraction aussi, il n'y a pas question-réponse. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour enseigner? Et petit à petit, je pense que c'est beaucoup grâce à toi, tu m'as beaucoup aidé. On a fait quelque chose de magnifique. En fait, tu regardes pas la caméra, tu me regardes à moi. En fait, j'ai eu des cours gratuits. J'ai appris énormément avec Itzik. À travers moi, tu enseignais aux gens. D'accord. Voilà. Et tu m'as dit une phrase aussi. J'aurais jamais pu faire ça sans toi. C'est vrai. Avec quelqu'un d'autre. Et je pourrais jamais faire ça avec personne. Sauf avec toi. Bah écoute. Je suis sincère. J'en suis honoré. Donc du coup, on a fait combien de parcours, je sais plus. 600 heures, j'ai passé avec ça. Faut tu t'arracher les cheveux. C'est bien qu'est-ce que vous voyez. Hein. Il a perdu tous ses cheveux à cause de moi. Arrêtez, je crois que c'est vrai. Ensuite, c'est devenu le combo cours d'hébreu Dialang. Et justement, aujourd'hui, c'est assez unique parce que les gens qui sont à Dialang et qui, du coup, travaillent sur les manuels confectionnés par Itzik lui-même sur les textes et à cours d'hébreu avec on va dire le cadre, on bénéficie aujourd'hui d'une méthode exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils apprennent... Ça a révolutionné l'école. Ils apprennent en classe et ils révisent à la maison avec des vidéos préenregistrées avec Itzik et moi. C'est-à-dire que moi, je rassure aujourd'hui parce que tous les élèves passent par moi. Donc, je suis là quoi qu'il arrive. Et dès qu'ils font le cours avec mes profs, les profs expliquent pareil comme moi, ils font la même chose. Mais je sais qu'après, les élèves
ils vont à la maison, ils vont revoir moi et je réexplique les cours de A à Z. J'ai rencontré cette semaine un élève qui m'a dit, il n'est pas avec moi, il est avec une de mes profs, et il m'a dit, s'il n'y avait pas cours d'hébreu en parallèle, je pense que j'aurais pu décrocher. Le fait qu'il y a un cours d'hébreu à côté, que l'élève il peut aller à la maison et revoir les cours avec moi, c'est-à-dire que tout ce qui a été expliqué pendant le cours, il peut revoir comme il veut, il prend son temps. Ça n'a pas de prix. Les élèves qui viennent à Dialogue ou qui prennent le cours avec toi depuis chez eux en Zoom, parce que tu as ouvert depuis quelques années en Zoom. C'est en Zoom ou en présentiel. Voilà. Ils prennent des notes en cours, ils suivent le cours. Ils ont la certitude que grâce au cours vidéo de la cour d'hébreu, ils vont pouvoir revoir le même cours exactement, mais sauf que cette fois-ci, ils ont comblé peut-être des choses que tu peux pas tout retenir. Exactement. Tu peux retenir pendant le cours. Tu apprends, tu apprends. Tu peux pas tout noter, tu peux pas tout retenir. Exactement. Donc tu peux... En cliquant, tu as le cours et réexpliqué de A à Z, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai, nous avons démarré il y a 6 ans avec ça. Et là, on voit le taux de succès qui a augmenté, mais d'une façon juste inimaginable. Et en plus, ce qui est bien sur la cour d'hébreu, c'est qu'il y a un sous-titrage complet en hébreu, avec les voyelles en plus. Et en français. Donc, ça veut dire que vous ne perdez rien des explications d'Itzik. Quand il donne un exemple, etc., vous savez exactement comme il est écrit. Oui, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent aller en arrière, ou ils peuvent regarder 5 minutes, arrêter, et aller manger, et après revenir. Dialogue a eu des très belles années. On va dire dans les années 2000. L'école, j'ai ouvert en 98. Ouais, on va dire dans les années 2000, tu as eu beaucoup de succès avec Dialogue. Énormément. Ensuite, il y a eu beaucoup de concurrence. Mais avec la cour d'hébreu, justement, ça a rendu quand même Dialogue très différenciant par rapport aux autres méthodes au final. Oui, tu sais, ma collaboration avec toi, pour moi, était pas si facile que ça parce que ma méthode, je le gardais en secret. Et je voulais pas dévoiler certains secrets et je pensais au bien des élèves. Et je me suis dit, si aujourd'hui je fais ça, ça peut faire que du bien. Ça peut me faire du mal à moi. Et d'ailleurs, ça fait. La concurrence a fait que, forcément, ça distend la clientèle. Oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'un élève qui n'est pas chez moi, qui apprend, je sais pas où, et il voit mes cours, il compare, et c'est pour ça que beaucoup... Voilà. Il y a aussi des gens qui viennent beaucoup pour voir peut-être l'original. Non, je pense qu'ils essaient de voir quelque chose de différent, quelque chose qui est plus simple, qui est compréhensible. Mais les élèves qui viennent de la cour d'hébreu, oui, ils voient tout ce que je fais là face aux caméras et ils préfèrent de mettre ça en pratique à l'oral et avec Dialogue. Il y en a beaucoup. Et cette année, on a eu énormément de monde grâce à la cour d'hébreu parce que beaucoup de gens connaissent la méthode. C'est pas plus mal parce que vraiment, c'est vrai que tu as une façon, moi je dois le dire, tu as une façon d'appréhender l'enseignement de l'hébreu qui est très différente. J'ai connu beaucoup de méthodes, beaucoup de méthodes d'enseignement. Et d'ailleurs, quand on a monté la méthode à cour d'hébreu, que tu as commencé à écrire tes textes avec justement les verbes, le vocabulaire, les règles de syntaxe, etc. que tu voulais mettre en avant, moi je me suis dit, ok, je savais pas où tu voulais en venir et je me suis dit, tiens, c'est pas bête, tiens, c'est pas bête, tiens, c'est pas bête. Et à chaque fois, je me disais, waouh, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Et c'est vrai que j'étais impressionné de voir comment tu savais l'ordre, en fait, des choses à enseigner en hébreu. Tu connaissais, tu avais un début, tu avais une fin, et tu connaissais la progression. On voyait que l'expérience parlait. Et autre chose, ce qui m'a un peu dérouté, c'est que moi, je pensais toujours qu'on lisait un texte, et ensuite, on faisait le vocabulaire. Oui, je me dis non, moi je fais le vocabulaire, et une fois que le vocabulaire, les verbes, etc. sont enseignés, de manière totalement absolue, c'est-à-dire ce mot, on l'explique, on donne une phrase d'exemple, etc. Pareil pour les verbes. Ensuite, on lit le texte. C'est logique. Pour voir comment ce mot est utilisé en contexte. Mais on a toujours fait l'inverse. C'est vrai. D'ailleurs, il y a plein de profs qui te diront, moi, ma méthode, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de lire le texte et voir ce qu'on comprend. Et ben, j'ai accroché à cette vision des choses tout de suite. J'ai pas de besoin, c'était lui le directeur pédagogique. Je n'avais pas me brouiller avec le directeur pédagogique dès le début, dès le premier cours. Itzik, toda rabba. Alors, il parle beaucoup plus hébreu dans les cours. Dans cette série de podcasts, j'avais envie de t'inviter parce que je me suis dit, je peux pas faire une série de podcasts sans inviter la colonne vertébrale de la cour d'hébreu. Je voulais quand même qu'on parle parce que je pense que franchement, avec la cour d'hébreu, grâce à, bien sûr, à la méthode Dialogue, je parle vraiment de l'expérience que j'ai. On a révolutionné l'enseignement de l'hébreu. C'est ça que oui, parce que je vois la réaction, et j'ai lu les commentaires, et je me rends compte que oui, et je vois, parce que mes élèves me le disent, ou des élèves de la cour d'hébreu, je reçois des mails, et je vois que ça marche. Mon idée, c'était, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, c'est de simplifier. Et je crois que nous avons réussi, toi et moi. On a fait surtout ce projet avec envie, passion. Ça se voit et ça transperce la caméra et l'écran. Et on a beaucoup rigolé aussi, toi et moi. C'est vrai. Derrière la caméra. Derrière devant la caméra. Il y a une tonne de... qu'on ne diffusera jamais. Jamais. C'est pas possible parce que c'est tellement des énormités parfois hors caméra qu'il vaut mieux ne pas... En tout cas, c'était un plaisir immense de travailler avec toi et avec vous, bien sûr. J'ai une dernière question à te poser, c'est est-ce que tu as l'impression quand même d'être, parce que tu es professeur d'hébreu,
un peu un ambassadeur d'Israël. C'est une mission. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de ma mère. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de continuer avec ça et abandonner mon ancien métier, parce que je voulais avoir une raison d'être ici. Et ma raison, c'est ça. C'est une mission pour mon pays que j'aime énormément, d'enseigner la langue hébraïque. Et c'est aussi, encore une fois, je dis pour la une fois, c'était aussi pour ma maman. Eh ben, merci, monsieur l'ambassadeur. Toda rabba. Toda rabba. Bye bye. Bye.